is that? Gareth Edwards est le réalisateur de Monsters, un petit film de monstres fauchés, et surtout son premier long, sorti en 2010. 4 ans plus tard, en 2014, Gareth Edwards est aux commandes de Godzilla, un blockbuster monstre, 160 millions de dollars de budget accordé par les studios et une immense attente de la part des fans. Et en 2016, Gareth Edwards est carrément le réalisateur du premier spin-off de la saga Star Wars, Rogue One. Là encore, gros budget, grosse attente, bref, gros film. Pour Colin Trevorrow, c'est exactement le même parcours. Un petit film indé en 2012, puis direct derrière les clés d'un reboot de la saga Jurassic Park, et en 2019, l'épisode 9 de la nouvelle trilogie Star Wars. Ajoutons à cela Rian Johnson, réalisateur de l'épisode 8 et précédemment du sympathique Brick en 2008 et du très bon Looper en 2010, ou encore Josh Trank, le mec derrière Chronicle et qui, avant de se brûler les ailes avec son reboot des 4 Fantastiques, devait également être en charge d'un nouveau Star Wars. Vous l'aurez compris, la franchise Star Wars nouvellement relancée sait se mettre dans la poche. Des réalisateurs pas encore stars mais déjà compétents. Des mecs qui savent tenir une caméra et rester à leur place. Des yes men. C'est donc quelqu'un qui aurait tendance à dire oui, oui tout le temps. Oui aux producteurs, oui aux chefs de studio, oui aux exécutifs. Yes man, c'est un terme péjoratif pour parler de quelqu'un qui, en général, va livrer un produit sans risque et parfois sans saveur. L'un des exemples de Yes Man les plus frappants s'appelle Brett Ratner. Il est le réalisateur de Dragon Rouge, Rush Hour, Hercule ou encore X-Men 3, des longs métrages rarement plébiscités par la critique et parfois des bides au box-office. Mais Brett n'est pas seul. Renny Harlin, le réalisateur de Driven et L'Exorciste au commencement, ou encore John Moore, le mec derrière Die Hard 5, sont également des pions dans un échiquier bien trop grand pour eux. Moore, Harlin et Ratner ne sont aux commandes d'aucun Star Wars. Pour relancer la franchise, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm depuis la mise à la retraite de George Lucas suite au rachat par Disney de sa boîte pour, rappelons-le, pas moins de 4 milliards de dollars, a opté pour un mec bien connu de nos services, J.J. Abrams, pas un nouveau venu, ni un petit jeune donc. J.J. Abrams, c'est un scénariste, un réalisateur et un producteur qui a commencé dans la télé. Les franchises comme Star Wars, mais ça marche aussi évidemment dans l'univers Marvel, qui appartient aussi à Disney comme Star Wars. Ces franchises-là sont un peu gérées comme des séries télé justement, c'est-à-dire que c'est des univers qui vont être dérivés, développés au fil des années, et donc le choix pour les mettre en scène, évidemment, va s'orienter vers des gens qui sont habitués à gérer des projets au long cours, qui vont parfois, dans certains cas, un peu pouvoir s'écraser par rapport aux producteurs tout-puissants. Quand J.J. Abrams, on lui confie l'épisode 7 en 2012, le PDG de Disney, Bob Iger, il lui fait « c'est un film à 4 milliards de dollars ». Sous-entendu, c'est « t'as intérêt à faire en sorte que l'investissement soit valable pour nous et pour nos actionnaires ». Qu'on soit J.J. Abrams ou Rian Johnson, quand on se retrouve aux commandes d'une franchise à 4 milliards de dollars, on ne va pas se mentir, on devient nécessairement un yes man. Et arrêtons de penser qu'Hollywood, c'est le monde des bisounours. Un blockbuster est fait pour rapporter de l'argent, et quand un producteur lâche un gros chèque, pas étonnant qu'il demande à avoir un droit de regard. Ne soyons pas naïfs. Mieux, embrassons cette idée quand on sait que sur la prélogie, George Lucas était le seul maître à bord et a donc pu librement imaginer les pires dialogues et les pires personnages sans que personne ne puisse l'en empêcher. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Ce rôle d'exécutant est d'ailleurs accepté dans une certaine mesure par le réalisateur. Voici comment Colin Trevorrow, au moment de la sortie de Jurassic World, parlait de l'implication du producteur, Steven Spielberg. He was very closely involved in the screenwriting process, and we wrote the film from the ground up based on 3 ideas that he had. And one of them was to have a finished park, an open park that 20,000 people come to every day. The second was to have a man who could train the raptors and communicate with them. And the third was to have a dinosaur that was genetically modified that breaks out and threatens everyone. And based on those pillars, we wrote the film that you see. And he cares very, very much about story, and he's one of the best storytellers we have. And so he was very focused during that time, but then once we had a screenplay that
that he felt was as strong as we did, he stepped back. And then when we were in the editing room, later on, he came in and he watched the film several times, and we would sit and talk about ways to make it move better and to make things feel more real and more exciting. Notez donc bien deux choses, l'idée du dinosaure génétiquement modifié qui a fait hurler les fans est en fait une idée de Spielberg, et le producteur est toujours là, en tout cas jamais très loin, pour veiller sur son investissement. Et pourtant, malgré les contraintes, les jeunes réalisateurs n'en oublient pas qu'il s'agit surtout d'une chance unique de confirmer leur valeur. Par exemple, Gareth Edwards, qui, on l'a connu avec son premier film Monsters, qui était donc un film de monstres, avec des monstres géants. Et on se souvient que ce film-là, qui était assez maîtrisé, il l'avait pratiquement tourné de manière assez indépendante, et surtout, il en avait assuré lui-même la plupart des effets spéciaux, parfois même depuis sa chambre. Donc c'est quelqu'un qui a un don, pas seulement artistique, mais même ne serait-ce que technologique, sur la gestion des effets spéciaux, qui est assez inestimable quand on fait des projets de cette ampleur-là. Des yes men certes, mais des rêveurs ambitieux et plus important encore, des fans. Et on ne se rend pas compte du fait que, comme c'est des gens relativement jeunes qui sont choisis pour mettre en scène les Star Wars, c'est des gens qui ont été souvent ados, voire certains n'étaient peut-être même pas nés au moment de la sortie du premier film. Donc c'est des gens qui ont grandi avec Star Wars. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'univers Star Wars, ça a été pendant très longtemps l'univers le plus... qui a été à la source du plus grand nombre de fan-films. Ces films qui sont faits par des fans, qui sont balancés sur YouTube, et même avant YouTube. Il y avait des conventions de fan-films Star Wars dans les années 80-90. Et mine de rien, les Star Wars qu'on voit sortir sur écran géant, ce sont des fan-films quelque part. C'est des réalisateurs qui ont vu en VHS, en laserdisc, en DVD, des dizaines de fois les films, qui ont grandi avec, qui ont des figurines chez eux, des posters sur les murs, et à qui on demande un jour « Hey, ça te dirait pas de réaliser un petit Star Wars ?» Donc, chance ou danger pour les réalisateurs, je pense que ça reste avant tout une chance, et puis le simple fait d'avoir un film Star Wars sur son CV ou sa fiche IMDb, ça fait plaisir. Et ce petit supplément de passion pourrait bien faire toute la différence.